Dans un métier comme celui des forces de l'ordre, il y a toujours des dangers. Qu'il s'agisse d'appréhender des individus armés ou de témoigner contre des criminels violents, c'est un métier qui exige en permanence une certaine prise de risque personnelle. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 2 cas où des agents des forces de l'ordre ont disparu dans des circonstances mystérieuses. Mel Wiley. Mel Wiley avait 47 ans lorsqu'il a disparu de Hinckley Township, dans l'Ohio, en 1985. Officier distingué, il occupait le poste de chef de la police depuis 1982 et sa disparition soudaine a surpris ceux qui le connaissaient, y compris l'officier chargé de l'enquête sur sa disparition, Jim Bigham. La mère de Mel avait eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 24 juillet 1985. Il n'a pas laissé entendre que quelque chose n'allait pas. De même, sa petite amie a rapporté que lorsqu'il l'a appelé pour lui parler de ses projets d'aller nager, il semblait aller bien. Bigham, quant à lui, avait rencontré Mel quelques années plus tôt lorsqu'ils travaillaient tous les deux au bureau du shérif de Medina dans les années 1970. Lorsqu'il a appris, en juillet 1985, que son ami avait disparu après être allé nager à Edgewater Park, près du lac Erie, à environ 30 km de chez lui, il a commencé à avoir des soupçons. Mel n'était ni amateur de plein air ni amateur de natation, donc il semblait étrange qu'il fasse le trajet jusqu'au lac pour passer du temps dans la nature et dans l'eau. Pourtant, la voiture de Mel, un break Toyota beige de 1980, a été retrouvée au Lakefront State Park, sur le lac Erie, vers 4 heures du matin. Le 30 juillet 1985, 2 jours après qu'il ait été vu pour la dernière fois, le 28 juillet. Le véhicule était verrouillé, avec des vêtements soigneusement pliés à l'intérieur, ainsi que son portefeuille, sa carte de police et son insigne, une bouteille de crème solaire, une serviette de plage et un paquet de cigarettes. La zone environnante a été fouillée de manière approfondie, mais aucune autre trace du chef de la police n'a jamais été retrouvée. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que s'il s'était noyé, son corps aurait dû remonter à la surface. Pourtant, il restait introuvable. L'appartement de Mel a été fouillé pour trouver des indices. Il était très bien rangé, et Mel avait laissé nourriture et eau en plus pour ses 2 chats. Certains de ses effets personnels manquaient. Ses hauts à manches longues, qu'il portait toujours à cause des cicatrices sur ses bras, avaient disparu de sa garde-robe. Le manuscrit sur lequel il travaillait avec passion depuis des mois, un sujet qu'il abordait souvent dans les conversations, était introuvable, tout comme son recueil de poésie publié. Ceux qui connaissaient Mel savaient qu'être le chef de la police de Hinckley Township n'était pas son travail de rêve. Il était un écrivain passionné. Il écrivait une chronique pour la presse locale et avait déjà publié un recueil de poésie, mais au moment de sa disparition, il travaillait sur un roman policier se déroulant en Pennsylvanie, intitulé « Harvest of Madness ». Il semblait avoir commencé à écrire le livre avant de s'arrêter, de l'abandonner puis de recommencer. Un jour, il a parlé à ses collègues de prendre sa retraite à San Francisco, une ville qu'il avait visitée et dont il était tombé amoureux, où il espérait pouvoir se consacrer à des activités plus créatives. Jim Bigham a fait fouiller l'eau, mais aucune trace de Mel n'a été retrouvée. Il n'y avait aucun signe de lutte dans la voiture et rien n'indiquait que quelque chose s'était mal passé. Il a commencé à théoriser que Mel voulait que les gens soupçonnent qu'il s'était noyé. Cependant, dans son appartement, Bigham a retrouvé un reçu d'un pressing. Lorsqu'il est allé se renseigner à ce sujet, il a découvert que dans les poches des vêtements laissés, il y avait plusieurs objets notables, des horaires de bus, des numéros de taxi et une brochure de train. L'une des gares se trouvait à seulement 100 mètres d'Edgewater Park. Bigham a déclaré au LA Times « Nous avons enquêté comme s'il s'agissait d'un homicide, mais l'homicide ne colle pas, le suicide ne colle pas. Un règlement de compte ne colle pas, l'enlèvement ne colle pas. » Avec peu d'indices à exploiter, l'enquête a commencé à piétiner. À ce moment-là, un opérateur a décidé d'examiner la machine à écrire dans le bureau de Mel à la recherche d'indices. Après tout, il passait pratiquement tous ses services à son bureau, à travailler sur la machine à écrire.
Un examen du ruban de la machine a rapidement révélé qu'il avait écrit à une femme mariée avec laquelle il semblait avoir une liaison. Mel a dit qu'elle ne quitterait pas son mari et qu'il ne lui restait plus grand-chose en ville. Il a ajouté qu'au moment où elle recevrait la lettre, il serait à des milliers de kilomètres. Il a écrit « Là où je suis allé n'a pas vraiment d'importance, et il est très peu probable que je revienne un jour. Au moment où tu recevras ceci, je serai en quelque sorte parti. » Heureusement ou malheureusement, c'est un voyage sans retour, m'a-t-on dit, sans aucune possibilité de revenir un jour. La femme en question a dit à Bingham qu'elle n'avait jamais reçu la lettre, mais elle avait fermé sa boîte postale quelques jours seulement après la disparition de Mel. Cette boîte postale était le seul moyen de communication entre eux. Bingham a émis l'hypothèse que Mel avait jeté la lettre après avoir décidé de ne pas révéler ses plans. Il en a donc conclu que l'homme de 47 ans s'était enfui pour recommencer à zéro. Vous devez partir du principe qu'il s'est volontairement éclipsé. Il était divorcé et n'avait pas d'enfant. Il n'y avait aucune vraie raison de le retenir ici. Il avait le profil et la capacité de disparaître s'il le voulait, a déclaré Bingham. Ensuite, la standardiste mentionnée plus tôt a révélé des informations à Bingham. Pendant des mois, elle avait récupéré les papiers que Mel avait jetés dans la poubelle de son bureau. Les papiers contenaient des histoires érotiques, mettant en scène le chef et de vraies personnes fréquentant l'église avec lui. Sur certains, des images obscènes avaient été dessinées. Un autre papier s'est avéré être un bon de commande qui lui permettait d'obtenir du matériel incestueux auprès d'un éditeur. Ce détail de l'affaire n'a été rendu public qu'en 1991. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Mel aurait quitté la ville après avoir réalisé qu'environ 200 pages de ses écrits avaient été collectées au fil des années et qu'il voulait éviter l'embarras et ternir sa réputation. Il est également apparu au cours de l'enquête qu'un agent de police avait menacé de révéler la liaison de Mel avec la femme mariée dont le nom n'a pas été divulgué, ce qui a de nouveau alimenté l'idée qu'il était parti de son plein gré. Certains habitants ne croyaient pas que Mel abandonnerait sa mère âgée ou sa voiture, qui avait autrefois appartenu à son frère décédé et avait une grande valeur sentimentale pour lui. Proche de la retraite, il a laissé une pension de plusieurs milliers d'euros. Cependant, les enquêteurs ont conclu qu'il était probablement parti pour une nouvelle vie. Le chef de la police du canton de Hinckley en 2020, David Sentiner, a déclaré « Je suis à peu près aussi raisonnablement certain que possible que Mel n'est pas décédé dans le lac Erie. » Mel a mis en scène sa propre disparition et a quitté la région. Je crois qu'il est parti en Californie et qu'il pourrait très bien, à ce jour, être encore en vie. Nous ne savons pas. Je pense que nous avons tous des moments dans notre vie où nous aimerions tout quitter et disparaître, aller quelque part et recommencer à zéro. Mel Wiley est toujours porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois à Hinckley Township, dans l'Ohio, le 28 juillet 1985. Il est décrit comme un homme blanc avec une verrue sur le nez et des cicatrices visibles dues aux radiations sur les bras. Il est dégarni. Toute personne ayant des informations sur son cas peut contacter le bureau du shérif du comté de Medina au 330-725-9116. Jonathan O.J. Le matin du 11 juin 1998, Jonathan O.J., âgé de 38 ans, était maître chien dans l'unité canine du bureau du shérif du comté de Los Angeles. Est arrivé à la réserve naturelle de Devil's Punch Bowl dans le comté de Los Angeles, en Californie, afin de faire une longue course pendant son jour de congé. Il a mis son sac à dos sur l'épaule, a verrouillé sa voiture et s'est enfoncé dans la nature sauvage. Selon les témoignages, Jonathan était un habitué expérimenté du plein air. Il avait auparavant fait partie des forces spéciales de l'armée américaine, et maintenant, en plus d'être maître chien, il faisait également partie du bureau des interventions spéciales du bureau du shérif. Il aimait être au cœur de l'action et prenait rarement un jour de congé, ce qui explique en partie pourquoi il tenait tant à sa forme physique. Il partait régulièrement en camping le week-end et avait participé à plus de 10 expéditions d'escalade sur le mont Whitney. En plus de tout cela, il était un marathonien passionné. Peu de temps après avoir commencé sa course, Jonathan est tombé sur un instituteur qui accompagnait un groupe de jeunes enfants. Il a reconnu la classe à laquelle il avait récemment rendu visite avec son chien Bosco, alors il s'est arrêté pour leur parler avant de reprendre sa route. Jonathan a de nouveau été aperçu quelques heures plus tard lorsque 2 employés du camp ont vu un homme correspondant à sa description se diriger vers le mont Baden-Powell. Bien plus tard, vers 18 heures,
il a été aperçu une fois de plus par un troisième employé du camp. Cette fois, il se dirigeait vers le parking. Peu de temps après, un employé du parc a été informé par un habitant du coin qu'un coup de feu avait été entendu dans la zone de Punch Punch Bowl, bien que cela n'ait pas été vérifié. Jonathan n'est pas rentré chez lui ce soir-là. Sa femme a signalé sa disparition à 23h, ce qui a poussé plusieurs officiers du shérif à se rendre au Punch Punch Bowl pour rechercher l'homme de 38 ans. La première chose qu'ils ont remarqué, c'est que son camion était toujours là, sur le parking, et ils ont donc préservé la scène pour l'analyse et contacté les secours, qui ont dépêché une équipe à 23h30 pour aider dans les recherches. Le lendemain, des bénévoles, d'autres groupes de recherche et de sauvetage, une unité canine et le service d'urgence du shérif sont tous arrivés au Punch Punch Bowl pour aider à rechercher l'homme disparu. Un ancien collègue de travail, David Rathbone, s'est également joint aux recherches. Il se souvenait que l'ambiance était très optimiste, et il s'est dit « John est dur comme fer. Ils vont le retrouver et le ramener, et il aura probablement une entorse ou une cheville cassée. » Sa famille avait confiance en ses capacités de survie et pensait qu'il s'en sortirait même dans des conditions désertiques difficiles. Son père a raconté la fois où il avait fait fuir un ours noir lorsqu'il campait dans la Sierra. Mais au fil des jours, cet optimisme a commencé à s'estomper. Bien que les recherches se soient intensifiées, impliquant davantage de personnes, des hélicoptères, des agents à cheval, des quads et du matériel d'imagerie thermique, il n'y avait toujours aucune trace de l'homme de 38 ans. Sa voiture a été ramenée chez lui avec son badge et son portefeuille retirés par les autorités. Les enquêteurs se demandaient s'il reviendrait à temps pour son marathon, pour lequel il s'entraînait le jour de sa disparition, mais il ne l'a pas fait. Peu de personnes ont pu éclairer ce qui se passait dans la vie de Jonathan lorsqu'il a disparu. Sa sœur, Jan Kaltenbach, était l'une d'entre elles. Elle a émis l'hypothèse que son grand frère avait fui son ancienne vie, supposant qu'il s'était procuré une nouvelle identité et mis de côté une réserve d'argent liquide pour subvenir à ses besoins pendant quelques mois, le temps de s'installer dans une nouvelle routine. Elle a dit que Jonathan paraissait malheureux les derniers mois avant sa disparition. Solitaire, il voulait partir vivre à la montagne pour randonner, pêcher et profiter de la nature à sa guise. Elle l'a vu pour la dernière fois environ 1 mois avant sa disparition et en a conclu qu'il était prêt à partir. Il avait décroché, il en avait fini. Cependant, à l'insu de Jen, il y avait d'autres problèmes dans la vie de Jonathan, comme le fait que lui et sa femme, Deborah, parlèrent de divorce. Le couple se connaissait depuis le lycée et avait traversé des périodes de rupture et de réconciliation avant de finalement s'installer ensemble en 1986. Le couple n'avait qu'un seul enfant, une fille de 5 ans prénommée Chloé. Il aurait apparemment suggéré qu'il se sépare définitivement le matin de sa dernière course. Il avait déjà commencé à emballer certaines de ses affaires, y compris ses médailles de course, et avait rendu un objet de famille à ses beaux-parents. Il avait également offert un collier ayant appartenu à son père à une femme nommée Vicky DeVita, une autre marathonienne avec qui il s'était rapproché ces derniers mois. Vicky avait même aidé aux recherches pour retrouver Jonathan après sa disparition. Fait notable, la veille de sa disparition, Jonathan et Deborah avaient assisté ensemble à une séance de thérapie avec un psychologue du bureau du shérif. On leur a demandé s'ils avaient des tendances suicidaires, ils ont répondu non. Le thérapeute dira plus tard aux enquêteurs que Jonathan ne semblait pas suicidaire, mais Deborah a commencé à douter en se rappelant ses derniers mots avant de quitter la maison. « Bonne continuation et dis à Chloé que je l'aime ». Deborah pensait qu'il disait cela à cause de leur rupture, mais elle s'est demandé si ce n'était pas l'adieu d'un homme prévoyant de mettre fin à ses jours. Elle se souvenait aussi d'un incident survenu 1 mois plus tôt lorsqu'ils s'étaient disputés dans la voiture. Jonathan aurait, selon les rapports, mis un pistolet sur sa tempe et demandé avec colère « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me tue ?» Mais tout le monde ne croyait pas que ce côté de Jonathan était réel, y compris son grand frère, Joe. La famille a affirmé qu'il était toujours proche de sa fille et ne comprenait pas comment il aurait pu la laisser sans réponse. Il trouvait aussi cela étrange, compte tenu de son fort sens du devoir, de l'honneur et de la dignité. Jonathan était un ancien militaire qui prenait son travail au sein du bureau du shérif très au sérieux. Il cirait ses bottes et son insigne 2 fois par semaine et se donnait toujours à 110% dans son travail. Son frère Joe a dit « Quand l'affaire a finalement été classée comme un suicide, je n'y ai jamais cru une seule seconde. » Son neveu a ajouté « Ce gars-là avait trop de fierté. Je mettrai ça de côté et j'écarterai cette hypothèse. » Un ami de Jonathan a dit qu'il était enthousiaste lors de leur dernière conversation à propos de sa nouvelle relation avec Vicky DeVita.
Il a ajouté, je veux dire, il avait une vraie joie de vivre. L'adjoint du shérif Randall Herbel a été le premier officier sur les lieux après que Jonathan a été signalé disparu. Il se souvient avoir vu un revolver Smith & Wesson calibre .038 posé sur la console centrale de son camion, ce qu'il a décrit comme n'étant pas seulement un signal d'alarme, mais carrément des feux d'artifice. Il a ajouté qu'aucun officier ne laisserait son arme visible et exposée de cette façon. Bien qu'il l'ait signalé, le flyer officiel de disparition de Jonathan indiquait qu'il avait une arme sur lui. Cela devint plus étrange quand ses amis ont noté qu'il ne courait plus avec son arme. Certains enquêteurs ont alors théorisé qu'il n'avait jamais voulu aller courir, mais comptait retourner l'arme contre lui-même. Quelques jours après la disparition de Jonathan, un témoin a affirmé qu'il avait appris que l'homme de 38 ans était tombé sur un laboratoire de méthamphétamine et avait été éliminé. La femme était liée à un gang de motards de la vallée de l'Antelope. Peu après, un autre renseignement affirmait qu'un motard vendant de la drogue avait éliminé Jonathan après que celui-ci ait découvert quelque chose en courant. Un enquêteur sur l'affaire en 2000 a entendu des histoires similaires de la part de 9 autres personnes. Le nom d'un adjoint, Rick Engels, revenait fréquemment. On disait qu'il avait des liens avec de nombreux distributeurs et fabricants de méthamphétamine. Fait notable, Engels habitait à seulement 10 km du Punch Bowl, mais il n'a jamais participé aux recherches pour Jonathan. Il était le seul agent de patrouille d'une zone comptant environ 7 000 à 10 000 habitants. L'enquêteur en 2000, Larry Brandenburg, a noté qu'un examen approfondi de l'affaire n'avait jamais été effectué et qu'elle avait simplement été classée comme une disparition avec possible suicide, excluant complètement l'homicide. Brandenburg a constitué un dossier contre Rick Engels et découvert un laboratoire de méthamphétamine près de la zone où Jonathan faisait son jogging. Cependant, lorsqu'il a présenté ses preuves à son supérieur, le capitaine du bureau des homicides, afin d'essayer d'obtenir un mandat pour les relevés téléphoniques et financiers d'Engels, sa demande a été immédiatement rejetée et on lui a dit d'abandonner l'affaire ou de perdre son emploi. Un autre officier s'est alors vu confier l'affaire, et ce détective affirmera plus tard que les histoires de meurtre étaient infondées, concluant que Jonathan s'était tiré une balle lui-même. Brandenburg a affirmé qu'il avait entendu le capitaine dire au détective nouvellement assigné, je cite, « Occupe-toi de moi sur ce dossier ». Au printemps 2000, un adjoint du shérif nommé Darren Hager a co-dirigé l'opération Silent Thunder, une opération conjointe entre la Drug Enforcement Agency et le LASD pour s'attaquer aux problèmes de méthamphétamine dans l'Antelope Valley. Le nom d'Engels revenait sans cesse, bien qu'un informateur ait déclaré « Je ne vais pas parler de lui et finir mort ». Il a aussi été révélé lors de l'opération que la corruption ne se limitait pas à Engel. L'épouse d'un adjoint était liée à un grand trafiquant de méthamphétamine local. Une perquisition chez eux a révélé de la fausse monnaie et des stocks de drogue. De nouvelles pistes sont apparues concernant Jonathan, mais elles n'ont jamais été suivies car une réunion avec la task force a été refusée par le même capitaine qui avait menacé de renvoyer Brandenburg. Bien que Darren Hager ait été félicité pour son travail dans le cadre de l'opération, il a rapidement été submergé de plaintes de la part de Rick Engels et de 5 autres adjoints qui affirmaient qu'il les avait diffamés, utilisé des documents et des mandats de perquisition falsifiés et annoncé à tort qu'Engels était le principal suspect dans la disparition de Jonathan Oggi. Une enquête des affaires internes a rapidement été lancée et a conclu 1 an plus tard que Hager était coupable de falsification d'informations. Notamment, il avait été cité pour des erreurs dans des résumés qu'il n'avait pas rédigés et pour avoir mené une enquête personnelle sur Engels. Les directives du département stipulent que Hagar aurait dû recevoir une suspension de 15 jours, mais il a été licencié à la place. Hagar a réagi en poursuivant pour licenciement abusif, qu'il a finalement remporté après une longue bataille. Le patron de Jonathan avant sa disparition, Mike Bauer, un capitaine retraité du LASD, pense que son ancien subordonné a été tué et qu'il a été assassiné par un autre adjoint, pas seulement Rick Engel. L'adjoint n'a jamais été nommé, mais Bauer soupçonne qu'il avait un complice qui a aidé à dissimuler le crime. Il a dit s'être déjà disputé avec l'adjoint et avoir exigé des explications sur Jonathan. Mais l'homme a simplement répondu « Je sais où il est ». Cependant, il a refusé d'en dire plus. Cet homme a également admis librement avoir tué le partenaire canin de Jonathan, Bosco, qu'il considérait comme dangereux sans son maître. Mais Bauer n'a pas encore trouvé de preuves pour appuyer sa théorie. L'affaire de Jonathan n'est toujours pas résolue.
Sa veuve, Deborah, a déclaré au LA Mag en 2015 qu'elle avait dû attendre 5 ans avant qu'un certificat de décès puisse être délivré pour son mari, puisque son corps n'a jamais été retrouvé. Et cela, au moment où elle a pu accéder à sa pension et à ses autres biens, elle avait déjà perdu la maison familiale et avait été obligée d'emménager chez ses parents. Elle a eu du mal à conserver un emploi en raison de son trouble obsessionnel compulsif, mais ses allocations d'invalidité s'élevaient à 950 $ par mois, ce qui rendait impossible pour elle de trouver un logement. Au moment de l'entretien, elle vivait dans sa voiture avec son chien, Carlton, tandis que leur fille, Chloé, vivait à Los Angeles avec un petit ami. Le duo échangeait souvent par téléphone. Tragiquement, cependant, Chloé est décédée à l'âge de 26 ans en 20 alors qu'elle résidait dans l'Idaho. Jonathan Oggi a disparu de la zone Devil's Punch Bowl dans la forêt nationale d'Angeles le 11 juin 1998. Jonathan est décrit comme un homme blanc avec les cheveux bruns et les yeux bruns. Il mesure 1,83 m et pesait environ 75 kg lorsqu'il a été vu pour la dernière fois. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt de couleur claire, un short vert olive, des chaussettes noires, des chaussures de randonnée, une montre de sport Casio, une casquette de baseball et des lunettes de soleil noires à monture ovale. Il portait également un sac à dos Jansport vert. Si vous avez des informations concernant son affaire, vous pouvez contacter le département du shérif du comté de Los Angeles au 323-890-5500 et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez prudents et on se retrouve la prochaine fois.